Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Le programme de votre émission, le voici. Notre grand débat autour du Brexit. À 5 mois de la sortie officielle du Royaume-Uni, c'est l'impasse. Techniquement, l'accord est bouclé à plus de 80%, mais ça coince sur la frontière irlandaise. Même le prochain sommet de novembre est écarté. D'ici au 29 mars, c'est une course contre la montre qui s'intensifie et cela inquiète la France. Nous verrons pourquoi. #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Olivier Babot à Pierre Jacquemin. On reviendra sur les dérapages de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise s'est attiré les foudres des policiers, des magistrats, des journalistes et même de certains de ses soutiens. Cette affaire peut-elle lui coûter cher politiquement? A-t-il vraiment été l'objet de perquisitions disproportionnées? Nous en parlerons avec nos spécialistes. Mais l'actualité de ce jeudi, c'est aussi la crise diplomatique autour de l'affaire Khashoggi. Bruno Le Maire a fait savoir sur notre antenne ce matin qu'il annulait sa participation à un sommet économique à Riyad la semaine prochaine. Est-ce le début d'un boycott de l'Arabie Saoudite? Nous poserons la question à notre invité ce soir, c'est Pierre Aski, président de Reporters sans frontières et géopolitologue. D'abord, retour sur les faits avec Sandra Sercara. 8 heures de perquisition au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Du jamais vu dans une enceinte diplomatique. Incroyable séquence, alors que les informations les plus macabres circulent sur Ramal Khashoggi, le journaliste et opposant saoudien n'a pas été revu depuis son entrée ici, au consulat le 12 octobre dernier. Selon plusieurs médias américains et turcs, il aurait été torturé, exécuté et démembré par un commando venu de Riyad. Une équipe de tueurs présumés, filmés à leur arrivée par des caméras de vidéosurveillance. Selon d'autres sources, au moins 9 de ces hommes seraient des proches du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Des indices inquiétants pour ce leader qui prétend réformer le pays. Son grand allié Donald Trump, venu dans un premier temps à son secours, assure maintenant ne pas couvrir les Saoudiens. Je veux juste savoir ce qui se passe. Le secrétaire d'État Pompeo est allé en Turquie, il a passé beaucoup de temps avec le prince héritier et il va falloir faire un rapport complet. Cela dit, l'Arabie Saoudite est un allié très important pour nous au Moyen-Orient. Face aux soupçons d'assassinat orchestrés par le pouvoir saoudien, entreprises et dirigeants politiques haussent le ton, comme la France. Bruno Le Maire a annulé sa participation au sommet économique saoudien fin octobre. Le président de la République l'a dit très clairement, ces faits sont graves et nous voulons savoir toute la vérité. Donc vous boycottez ce rendez-vous? Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que je me rende à Riyad, un forum des investisseurs. L'essentiel maintenant, c'est que toute la vérité, toute la lumière soit faite sur cette affaire. Emmanuel Macron devrait s'entretenir prochainement avec le roi Salman d'Arabie Saoudite. Le prince, sous le feu des protestations diplomatiques, pourrait aussi se trouver fragilisé dans son propre pays. Et c'est depuis le 2 octobre que le journaliste a disparu. Pierre Aski est avec nous pour l'entretien. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Reporters sans frontières, spécialiste des questions internationales et auteur de ce livre Géopolitique de la Chine. Bruno Le Maire qui annule sa venue à Riyad la semaine prochaine pour ce sommet. Pour vous, c'est un geste symbolique, un geste fort ou c'est un minimum? C'est incontournable, c'est-à-dire qu'on a un prince héritier qui est devenu infréquentable. Le pouvoir saoudien aujourd'hui n'est pas fréquentable. Vous avez tous les hommes d'affaires américains, le patron de Uber par exemple, c'est très significatif. L'Arabie Saoudite a investi 3 milliards de dollars dans le capital d'Uber. Le patron d'Uber boycotte ce sommet. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a également annoncé qu'elle n'y allait pas. Je pense que ce sommet risque même d'être annulé parce qu'on ne voit pas aujourd'hui les conditions d'une célébration. Vous savez, c'est la 2e édition de ce Davos du désert, comme ça a été surnommé. L'année dernière, vous aviez tout le gratin du business mondial qui était à Riyad pour célébrer ce jeune prince moderniste qui allait transformer... Réformateur. Mais oui, et qui a présenté à l'époque ce projet de ville utopique. Neom, c'était son nom, 500 milliards de dollars d'investissement. Donc vous imaginez ce que ça signifie pour les grandes entreprises de cette planète. Un an après, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à parier un centime ou un dollar sur l'avenir de ce prince, parce que cet événement est symboliquement très grave. C'est-à-dire que ce n'est pas la mort d'un journaliste. Il y a eu des assassinats d'opposants ou de dissidents partout dans le monde. Tous les détails qui sortent et le fait que ça se passe dans une enceinte diplomatique à l'étranger et vraisemblablement les pistes remontent au prince lui-même,
font que c'est trop. Pour vous, c'est quand même un geste fort de la part de la France ou pas? On voit que cet après-midi, le secrétaire au Trésor américain a aussi annulé. Donc c'est un geste qui est en train de faire des émules. Oui, la France a fait il y a 3 jours Oui, il faut remettre votre micro, monsieur Aski. Pardonnez-moi, je peux peut-être vous aider. Il est tombé. Sinon, on ne vous entendra pas. Et on va continuer tranquillement cette interview. Allez-y, vous pouvez le mettre. Ne vous excusez pas, allez-y. Vous pouvez continuer à parler comme ça. Oui. On a eu, il y a quelques jours, un geste très fort de la part de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui ont demandé à 3 une enquête internationale pour savoir ce qui s'était réellement passé dans cette affaire. C'est sans précédent parce que l'Arabie saoudite est un pays tellement puissant. Ses réserves pétrolières, ses moyens financiers font que, en général, on fait très attention avant de critiquer l'Arabie saoudite. Là, il y a un cap qui a été franchi. Alors, est-ce que ça sera durable? Est-ce que tout le monde attend que l'orage disparaisse, etc. Je ne pense pas parce que les détails sont trop saugrenus. La vraie question aujourd'hui, c'est l'avenir du prince héritier. Est-ce qu'il va y avoir un changement à Riyad? Ça n'est pas du tout impossible. On a déjà vu le roi recadrer son fils sur la question de Jérusalem, par exemple, parce que le prince héritier Mohammed Ben Salman avait accepté le plan américain qui écartait Jérusalem de toute solution pour les Palestiniens. Le roi a fait un communiqué pour dire pas du tout, nous ne soutiendrons jamais un plan qui n'inclut pas Jérusalem. Donc on est dans ce moment où tout le monde a pris conscience de l'ampleur de l'onde de choc provoquée par cette disparition, que beaucoup avaient sous-estimé au début, à commencer par Donald Trump. La France était restée discrète les premiers jours, et aujourd'hui, je crois que tout le monde veut apparaître comme étant, comme prenant ses distances avec ce régime. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi, concrètement, on a peur de se fâcher avec l'Arabie saoudite, la chaîne Al Arabiya, à capitaux saoudiens, a évoqué le risque d'un baril à $200 au lieu de 80 aujourd'hui. C'est du bluff? Il y a deux choses. Il y a d'une part la question du pétrole, effectivement, qui est capitale parce que c'est le pétrole qui peut conditionner une nouvelle crise économique mondiale. Ce n'est pas du tout impossible. La deuxième chose, c'est l'Iran. C'est que Donald Trump a misé énormément sur sa relation avec l'Arabie saoudite. Son premier voyage à l'étranger était en Arabie saoudite. D'habitude, les présidents américains font leur premier déplacement soit au Mexique, soit au Canada, c'est-à-dire c'est leur voisin immédiat. Donald Trump l'a réservé à l'Arabie saoudite. Et il y a une sorte de triangle qui s'était mis en place entre Israël, l'Arabie saoudite et l'administration Trump, avec comme objectif l'Iran. Aujourd'hui, tout ça est en ruine parce que la focalisation actuelle du monde, elle n'est pas sur Téhéran, elle est sur Riyad. Donc vous avez un contexte qui est explosif et la place de l'Arabie saoudite dans l'économie mondiale, celle du pétrole, celle du dollar également, elle est extrêmement importante. Et sur la vente d'armes, c'est aussi des questions qui se posent, et notamment la France. Pourquoi a-t-elle peur de se fâcher? Parce qu'elle a besoin de l'Arabie saoudite pour vendre ses armes? Ce n'est pas un client absolument majeur, mais c'est un client important. C'est aussi un client qui a financé des achats d'armes par d'autres pays, que ce soit l'Égypte ou à un moment le Liban, puis cet accord était tombé à l'eau. Donc oui, effectivement, c'est un bon client à tous les points de vue, l'Arabie saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite est en guerre au Yémen. Donc la France, comme les États-Unis, ont soutenu la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite pour entrer en guerre au Yémen. Une guerre qui a fait des ravages terribles dans la population civile, mais qui n'a abouti à rien, puisqu'aujourd'hui, alors que le prince héritier espérait une guerre rapide, une issue rapide, et donner une leçon à l'Iran, puisque indirectement, il accuse l'Iran d'être responsable de la rébellion des Houthis en Yémen. Tout ça aujourd'hui est dans une impasse totale. Mais les relations politiques restent fondamentales avec l'Arabie saoudite, même si elles sont aujourd'hui, pour la France, un peu plus réservées.
que l'époque de François Hollande, par exemple, qui était extrêmement proche de l'Arabie saoudite. Les informations concernant ce journaliste, Jamal Khashoggi, sont de plus en plus inquiétantes. Effectivement, on entend des scénarios absolument macabres. Vous êtes président de Reporters sans frontières. Est-ce que vous avez des informations, une intime conviction? Est-ce que vous avez accès à des documents, à des preuves? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Alors aujourd'hui, toutes les informations viennent de la Turquie, puisque c'est elle qui a donné à la fois les premières informations, qui a rendu public les vidéos qui montrent l'arrivée de ces agents venus de Riyad à l'intérieur du consulat, qui a aussi rendu public la vidéo de Jamal Khashoggi rentrant dans le consulat et n'en sortant pas. Et il y a ce fameux enregistrement qui aurait été fait, qui est donné comme véritablement existant, réel par la presse américaine, sur la base des informations des services américains, et qui est l'enregistrement de la séance de torture et de la séance macabre dans laquelle Jamal Khashoggi aurait été décapité, démembré. Et cette séance avait commencé, il a commencé à être démembré de son vivant. Donc tout ça, c'est une accumulation terrible. Ce que demande RSF avec les autres ONG internationales, il y a tout un groupe qui s'est fait autour de cette question. C'est une enquête internationale qui ne soit pas laissée ni à la Turquie, ni évidemment à l'Arabie saoudite elle-même, ni même aux États-Unis qui essayent d'arranger les choses dans cette affaire, et qu'il y ait une enquête internationale qui soit confiée par exemple aux Nations Unies, et qu'on aille au bout de cette affaire, parce que c'est littéralement insupportable qu'un homme qui est résident aux États-Unis, qui est un réfugié, qui écrit dans un journal comme le Washington Post, puisse disparaître de cette manière. S'il y avait une impunité dans cette affaire, ça serait un très très mauvais précédent, et ça serait un encouragement à tous les soi-disant hommes forts de cette planète, et il y en a beaucoup en ce moment qui ont cette tentation de l'autoritarisme pour faire n'importe quoi avec la liberté de la presse. Et le message est entendu. Merci infiniment Pierre Aski d'avoir été notre invité, président de Reporters sans frontières. Je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique de la Chine. Merci beaucoup. C'est l'heure du match des idées dans OVPL. Il va opposer Pierre Jacquemin à Olivier Babot. On va s'interroger sur le dossier Mélenchon. Deux camps s'opposent. Il y a ceux qui considèrent qu'il s'est défendu contre une justice à deux vitesses, et puis ceux qui trouvent que son comportement est absolument indigne de ses fonctions. En attendant, le leader de la France Insoumise était entendu ce midi dans les locaux de la PJ de Nanterre. Jordan Klein. L'audition de Jean-Luc Mélenchon aura donc duré plus de 5 heures. 5 heures au sein des bureaux de la police anticorruption de Nanterre. Et face aux caméras à la sortie, il renvoie une image plus apaisée. Il affirme n'avoir pas fait obstruction aux enquêteurs, mais malgré tout, il pointe toujours du doigt l'extravagance de la procédure. Oui, c'est un traquenard. C'est une opération de police politique. Mais dans cette affaire, si vous voulez, le seul qui est de mauvaise foi, c'est celui qui donne les ordres. Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film. Tout ça est raté. La manœuvre est complètement ratée. Le but de cette audition, faire la lumière sur deux enquêtes préliminaires. La première concerne des présumés emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. La deuxième porte sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon à la présidentielle de 2017. Du côté des réactions politiques, au gouvernement mais aussi sur les bancs des socialistes, les méthodes de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sont fermement condamnées. Je pense que ce serait à l'honneur de Jean-Luc Mélenchon de s'excuser auprès des fonctionnaires de police qu'il a maltraités et auprès de la justice qu'il a insulté en remettant en cause son indépendance. Et les Français qui nous écoutent, eux, ils n'ont pas d'écharpe tricolore et ils considèrent que quand ils font des choses, s'ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, ils sont poursuivis par la justice. Ça doit être pareil pour les élus et pour Jean-Luc Mélenchon. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois et ils sont des justiciables comme les autres. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon est aussi condamnée au sein même de la France Insoumise. Des dizaines de membres du parti ont décidé de créer un collectif dissident, les Insoumis démocrates. Ils se réunissent ce dimanche à Paris, mais le lieu et l'horaire sont inconnus par peur des représailles. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Olivier Babot, bonsoir. Président fondateur de l'Institut Sapiens. Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard. Les perquisitions se sont déroulées sur une quinzaine de sites. Il y avait 70 policiers, 9 magistrats, le vice-procureur de la section financière. Aujourd'hui, 5 heures d'audition. Pierre Jacquemin, est-ce que pour vous, cette opération était disproportionnée ? Sans doute avec le recul, oui. Quand on observe ce qui s'est passé par le passé, il n'est pas le seul à avoir fait l'objet de perquisitions, il n'est pas le seul à avoir fait l'objet de poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, il ne le conteste pas. Il ne conteste pas la procédure, il ne conteste pas le fait qu'il soit impliqué dans deux affaires. Ce qu'il conteste,
bon, d'abord, il y a le fond et la forme. Sur le fond, moi, je me désolidarise évidemment. En tout cas, c'est totalement condamnable, contestable la manière dont il a surréagi. Il a réagi spontanément avec la violence qui a été la sienne au moment de la perquisition, notamment du siège de la France Insoumise. Mais sur le fond, ce qu'il dit quand même, c'est ça qui est dommage, c'est que le discours politique de Jean-Luc Mélenchon, qui est un discours qui commence à prendre dans l'opinion publique, il commence à avoir sa crédibilité politique. Aujourd'hui, effectivement, cet événement l'éloigne un peu de responsabilité, ou l'éloigne un peu plus, en tout cas, de la fonction présidentielle à laquelle il aspire. C'est ça qui est dommage. Mais sur le fond de l'affaire, quand même, il dit un message politique qui est celui de l'indépendance de la justice, sans même parler d'ailleurs de justice politique ou quoi, parce qu'effectivement, le procureur qui a été nommé et qui a ordonné la perquisition, il n'a pas été nommé par ce pouvoir en place. Donc la dénonciation de la justice politique ne me paraît pas être un argument aujourd'hui. En revanche, dénoncer le fait qu'il y a une procédure aujourd'hui qui n'est pas une bonne procédure, que la Ligue des droits de l'homme, que le syndicat de la magistrature dénonce, oui, ça doit être au cœur de l'actualité, au cœur du sujet de la réforme constitutionnelle pour une justice plus indépendante. Olivier Babot, Youssef Bader, porte-parole du ministère de la Justice, nous dit dans Le Parisien, depuis 2013, la loi interdit les instructions individuelles au parquet. La justice est totalement indépendante dans cette affaire. Emmanuel Macron l'a encore répété tout à l'heure à Bruxelles. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que oui ou non, on peut imaginer, ou c'est inenvisageable, que l'exécutif intervienne en donnant des consignes à la justice? Soyons clairs. Alors c'est effectivement une question compliquée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on veut que le parquet soit encore, en quelque sorte, dépendant du garde des Sceaux, hiérarchiquement, sans que le garde des Sceaux puisse donner d'instructions. Mais l'idée est que constitutionnellement, c'est au garde des Sceaux de donner des instructions sur la politique pénale qui est menée. Donc il doit y avoir un lien, c'est une sorte de peut-être d'accro ou de limite à, évidemment, la séparation des pouvoirs qui doit être absolument stricte entre le législatif, l'exécutif et évidemment le judiciaire. Voilà. Un lien, mais pas de consigne. Voilà, un lien, mais pas de consigne. Et en effet, la loi Taubira avait, en 2013, pourrait dire, réaffirmé très fortement le fait qu'il ne pouvait pas y avoir, pourrait dire, d'instruction. On pourrait dire que le doute existe toujours, c'est vrai. Il ne s'agit pas de défendre Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un vieux débat depuis très longtemps. Pourquoi il n'y aurait pas une indépendance parfaite? Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en disant qu'il ne voyait pas pour l'instant, pour lui, à ses yeux, de problème. C'est vrai que ça fait très longtemps que ça existe. Il y a ce soupçon, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a eu des perquisitions en 2013, d'ailleurs, sous François Hollande, du PS. Donc, il y a des moments où on ne peut pas uniquement expliquer que la justice est aux ordres. Je crois ici que ce n'est pas le cas. S'il y a une réponse disproportionnée, c'est peut-être plutôt celle, malheureusement, de Jean-Luc Mélenchon. Non, encore une fois, je ne crois pas qu'il dénonce. D'ailleurs, il l'a redit à plusieurs reprises. Il ne dénonce pas la perquisition. Il dénonce une justice... Il parle de perquisition disproportionnée. Alors, sans doute est-elle disproportionnée, mais il ne dénonce pas le fait qu'il y a une perquisition chez lui. Ce qu'il dénonce, encore une fois, c'est la procédure. Non. Et par ailleurs, dans ce que j'ai entendu aussi, il y a aussi cette volonté de ramener ce qui s'est passé à plus largement ceux qui sont accusés de la même chose. Jean-Luc Mélenchon est accusé, ou en tout cas la France Insoumise est accusée de compte sur les comptes de campagne. En tout cas, c'est ça la procédure. Les comptes de campagne ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne, puis validés sans irrégularité. C'est vrai que d'autres, notamment au sein de La République En Marche, les comptes de campagne n'ont pas tous été validés, ou en tout cas, on a montré des irrégularités. C'est vrai que la question doit se poser, pourquoi la République En Marche n'est-elle pas perquisitionnée? Quand M. Benalla est perquisitionné, on fait toc-toc, il n'est pas présent, on repasse le lendemain le temps qu'on cache un coffre-fort qu'on ne retrouve toujours plus. Donc toutes ces questions, aujourd'hui, elles sont posées par Jean-Luc Mélenchon, elles sont légitimes. Oui, encore une fois, ça ne le rend pas légitime, la violence. Il y a deux poids, deux mesures. Alors, attendez, dans l'affaire, il y a quand même deux choses. Il y a les comptes de campagne, on va en reparler, et puis il y a effectivement l'affaire des assistants parlementaires. Sur cette affaire des assistants parlementaires, c'est vrai, il y a une hypocrisie qui est immense, qui est qu'en réalité, la pratique de tout le monde, de tous les partis, depuis très longtemps, c'était d'utiliser les élus, c'était d'utiliser les assistants des élus, les gens qui ont été payés effectivement avec de l'argent public. C'est vrai, pour faire du développement du parti, tout le monde l'a fait. Il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on voit que beaucoup de partis sont touchés. En revanche, pour les comptes de campagne, certes, ça a été validé, mais attention, c'est pas sans réserve. Bien sûr. Parce que les comptes de campagne n'ont pas, la commission n'a pas les moyens d'enquêter. Ils ont transmis des éléments, et c'est ce que fait la justice, elle enquête. On va revenir sur la forme, parce que comme si ça ne suffisait pas, après s'en être pris à des policiers et à un procureur, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à une journaliste. Il s'est moqué de l'accent d'une reporter de France Télévisions. Écoutez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Et cette fois, c'est le syndicat national des journalistes de France Télévisions qui a publié un communiqué avec cette injonction au leader de la France Insoumise, Monsieur Mélenchon, agresser les journalistes, ça suffit. Pierre Jacquemin, est-ce que
Ça fait partie de ce qu'on connaît de Jean-Luc Mélenchon. Il ne cesse d'agresser les journalistes. Il a franchi un cap supplémentaire ces derniers jours. Tant que ça concernait des journalistes, on s'en fichait un peu. Maintenant, on s'en fiche un peu moins. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je m'en suis, en tout cas, je m'en suis toujours ému. En tout cas, je n'aime pas l'attitude que Jean-Luc Mélenchon peut avoir avec les médias et avec les journalistes d'une manière générale. Là, je note quand même que c'est en plus. Et le ton est vis-à-vis d'une femme. Et je ne peux pas m'empêcher qu'il y a une dose de misogynie aussi dans la manière d'appréhender la relation avec la journaliste qui pose une question qui est tout à fait légitime et auquel Jean-Luc Mélenchon aurait dû répondre. Mais voilà, encore une fois, c'est dommage. Jean-Luc Mélenchon avait suscité un espoir à gauche. Il y a le style Mélenchon, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. L'attitude vis-à-vis des journalistes, encore une fois. L'attitude vis-à-vis de la justice, quand on dénonce une justice policière aujourd'hui, je trouve qu'il exagère. Et qu'aujourd'hui, effectivement, cet homme qui aspire à être en responsabilité, les gens qui voyaient en lui la colère voient aussi la violence. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Alors qu'il avait gagné en crédibilité, j'ai peur que cette séquence lui fasse perdre aussi une audience. On voit bien que chez les Insoumis, tout le monde n'est pas très à l'aise avec ce qui s'est passé. On va y venir, Et il est encore temps d'ailleurs de faire un mea culpa et de dire pardon ou s'excuser vis-à-vis de ce qui s'est passé hier. On viendra aux conséquences politiques. Olivier Babot, sur cette séquence avec la journaliste. Alors d'abord, le communiqué parle d'un accent du sud-ouest. Moi, j'ai plutôt cru que c'était un accent du sud-est, mais peut-être que je me trompe. Non, c'était Toulouse, a priori. Ah, c'est Toulouse. Ah, d'accord. Parce que Toulouse. pour moi, sud-ouest, c'est plutôt Bordeaux. Toulouse, on est un peu entre les deux. Professeur à Bordeaux, alors donc c'est pas reconnu l'accent bordelais. Mais oui, c'est extrêmement malheureux, extrêmement maladroit. Et en fait, c'est la même chose, on pourrait dire, pour sa réaction extrêmement disproportionnée. Soit c'est la nervosité et il sort de ses gonds, auquel cas c'est inquiétant quand on brigue évidemment les plus hautes fonctions. Ça montre quand même un problème sur le contrôle de soi. Soit c'est on pourrait dire une mise en scène, soit c'est une sorte d'avatar de la politique du coup d'éclat permanent, un peu qu'on lui a reproché et qu'on reproche de façon générale à la France insoumise, où pour éviter de parler du fond, pour éviter d'argumenter, on est dans l'invective, en réalité exactement comme l'est Donald Trump, il faut bien le dire, c'est la même stratégie politique, pour dire des espèces d'outrances, des phrases très très fortes, et qui font comme... on le fait ce soir, ça occupe le débat et on n'est pas là à parler économie, à parler du débat. Et d'ailleurs, on n'a même pas parlé, c'est assez étonnant, du remaniement. On l'a fait, nous, sur Public Sénat, complètement, oui, évidemment, c'est exceptionnel. Mais sinon, c'est vrai que c'est réussi, on parle de lui et on ne parle pas du fond. Je voudrais qu'on en vienne justement à ses conséquences politiques. Vous l'avez un petit peu évoqué, puisque vous dites c'est dommage, il inspirait, vous parlez presque au passé. Jean-Luc Mélenchon s'est-il mis à dos une partie de son électorat? Pas du tout, nous disait hier soir sur ce même plateau Sylvain Bouloux, qui est spécialiste de l'extrême gauche. Écoutez. Sylvain Bouloux, qu'on va peut-être entendre ou pas. Dans ce que pense l'électorat, il y a une menace de l'État, il y a eu des absorptions de fichiers, donc les militants peuvent considérer qu'ils ont été fichés pour ceux qui ne l'étaient pas et que c'est un outrepassement entre guillemets de l'État de droit. Donc, et ça peut réellement resserrer les troupes sur le thème de la forteresse est assiégée, il faut qu'on monte protéger la forteresse. Resserrer les rangs, nous dit-il, sauf que tout de même d'anciens fidèles de Jean-Luc Mélenchon, ceux du collectif des Insoumis démocrates, se sont désolidarisés. Et ce matin, dans le Parisien, on pouvait lire des déclarations en off qui semblent montrer quelques fissures. Je les cite, « L'ADN de Jean-Luc est profondément républicain, mais là, son attitude, ça ne va pas. Il a pris des accents complotistes. Symboliquement, ça donne de lui une image terrible. Ça nous éloigne d'une partie de l'électorat qu'on pouvait prétendre attirer, dit un cadre du parti. Là, c'est plus possible. Tout me choque. Son ton me choque, son attitude me choque. » Ça, c'est un intellectuel engagé à gauche. Pierre Jacquemin, pas sûr que ça resserre les rangs. Bon, après, il faut quand même relativiser le fait que la France insoumise, ça n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'a pas vocation à faire une carrière non plus. Encore une fois, il arrive à un stade de sa carrière. Certes, il incarne encore le mouvement. Oui, c'est un parti qui est sans doute le dessert-il aujourd'hui avec ce qui s'est passé, la violence qui a été celle que l'on a vue ces derniers jours. Je lisais un tweet du directeur des campagnes de la France insoumise, Manuel Bompard, qui expliquait que depuis la séquence, ils avaient gagné 1000 adhésions au sein de la France insoumise. C'est possible parce que, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une telle colère qui s'exprime dans la France. Il y a une telle colère qu'en voyant la colère de Jean-Luc Mélenchon, y compris à l'égard de l'autorité, ça peut susciter quelque chose d'un élu qui est spontané. Parce qu'il incarne cette révolte. Il incarne cette révolte. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire il a eu raison. Je crois qu'il a eu tort. On a compris, là on est dans l'analyse politique. Mais je pense que effectivement, ça peut susciter, tiens, lui, il est en colère comme nous, on est en colère aussi vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de la police qui est parfois violente, vis-à-vis de l'autorité de l'État. Et que donc, du coup, ça peut susciter effectivement une adhésion à ce niveau-là. Après, effectivement, si sa vocation était celle qu'il avait promise de se presque normaliser ou en tout cas de se social-démocratisé, on voit bien qu'aujourd'hui, ça, c'est un échec et je ne pense pas que ce soit vers l'électorat socialiste qu'il puisse convaincre avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Oui, il n'a pas lissé son image, bien au contraire. Est-ce que finalement, ça peut resserrer les rangs dans son propre parti ou au contraire faire peur à certains ?
Je crois que ça peut opérer un certain tri, effectivement. Il y a des gens qui vont, effectivement, ça va s'aliéner une petite partie. Il y a des gens à qui ça va plaire, et puis il y a on pourrait dire un noyau, probablement, à qui, finalement, pour qui ça correspond à ce que faisait depuis longtemps Jean-Luc Mélenchon. Il y a une sorte d'ambiguïté depuis très longtemps dans les discours, si on regarde bien. Il y a à la fois, il se réclame beaucoup de la démocratie, comme il l'a fait finalement en se réclamant évidemment de la personne de l'élu, quasiment en adoptant l'idée des deux corps, vous savez, le corps mystique et le corps physique dont parle Kantorowicz. Donc il y a toute cette idée un peu d'ailleurs monarchique, néo-monarchique en France depuis très longtemps. Et puis d'un autre côté, il y a quand même en permanence la remise en cause du suffrage, au sens où on oppose le suffrage avec la limite évidemment qu'on connaît. En fait, en réalité, un président il n'est élu au premier tour que par 20% des voix. Ça a toujours été à peu près le cas. Il y a 1/5 des gens qui veulent vraiment de vous. C'est toujours le cas. En l'opposant au peuple, à l'idée du peuple, et d'où une relation un peu directe, cette opposition, elle est quand même de moins en moins ambiguë et de plus en plus, on pourrait dire, antidémocratique en ce sens-là. Finalement, ça va plutôt dans le sens d'une précision beaucoup plus forte. C'est pas une vraie rupture, je pense que c'est une accentuation. Une clarification même, peut-être. Alors évidemment, l'incident a jeté un froid entre les Insoumis et les policiers. Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat majoritaire des cadres de la sécurité intérieure, compare cette scène des perquisitions de Jean-Luc Mélenchon avec les interventions dans les quartiers difficiles. Il est au micro de nos confrères de France Inter. Écoutez. Est-ce qu'on va entendre Jean-Marc Bailleul? Ça nous rappelle le genre de perquisition où on vient nous perturber quand on intervient dans des quartiers difficiles, dans des affaires de stupéfiants par exemple. C'est gravissime. Et on pose la question aussi de l'utilisation de l'image à des fins de propagande. Et nous, on serait assez partisans que toute utilisation d'image lors de l'exécution d'un acte judiciaire puisse être poursuivie. Parce qu'autrement, ça va être la surenchère. Et je crois que demain, n'importe quel citoyen va se sentir autorisé à faire la même chose. Il faut y mettre fin. Pierre Jacquemin, qu'en pensez-vous ? Bon, il fait une comparaison avec les quartiers et les trafics de stupéfiants. C'est vrai que la démesure dont parle Jean-Luc Mélenchon, du déploiement des forces de l'ordre, des perquisitions, les 15 lieux, etc., fait penser à une affaire de gros trafic, de gros banditisme. Ce que je ne crois pas. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon et ses camarades soient des grands bandits. C'est pour ça que la question du juge d'instruction indépendant eût été la bonne solution pour lancer la perquisition. Après, encore une fois, ce que je crois, c'est que la violence, elle a été des deux côtés. On le voit dans les images. La violence, elle est forte du côté, évidemment, de la France insoumise. Elle l'est aussi du côté de la police. Il ne s'agit pas de dénoncer. On l'a vu. Bon, on voit les images. Il y a à un moment donné un des militants qui se fait plaquer au sol. Bon, voilà, il y a des militants de la France insoumise qui visiblement ont reçu des arrêts de travail. On a vu beaucoup de sang-froid aussi de la part des policiers. Mais sans doute. Et encore une fois, il ne s'agit pas de charger. Encore une fois, la police, elle fait son travail. Mais vous entendez la comparaison? On a un policier qui nous dit cette attitude, ça ressemble à ce qu'on vit dans les quartiers. C'est pas rien. Je pense pas que... Enfin, j'en sais rien. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est pas moi. Donc, je peux pas le dire. Encore une fois, oui, si elle a été ressentie comme telle, c'est dommage. Et encore une fois, je pense qu'il a encore temps de présenter des excuses. Parce que c'est vrai que ce qu'on a vu ne me paraît pas être normal. D'autant plus quand on aspire... C'est même pas parce qu'on aspire à être président de la République. C'est juste qu'on est un représentant de la nation. Et donc, à ce moment-là, on a un devoir d'exemplarité presque. Et donc, dans ce devoir d'exemplarité, doit aussi... on doit être en capacité de ne pas subir... Enfin, de ne pas s'échapper dans ses propres affects ou ses propres émotions qui ont été finalement aussi une réaction spontanée, malheureuse mais spontanée aussi de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon hier. C'est ça qui est dramatique. Olivier Babot ? Oui, il y a une réalité des interventions policières, effectivement, avec lesquelles on peut comprendre qu'ils ne soient pas très à l'aise. C'est cette société de la transparence avec des vidéos partout. D'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire Benalla, ce qui permet de temps en temps de faire un peu plus la lumière sur certaines choses. Mais la vidéo partout qui fait qu'on guette la bavure. On essaie même de la provoquer en réalité de plus en plus. C'est là-dessus qu'on joue. Et il y a quasiment, on pourrait dire, une stratégie qui est volontaire. Pour vous, il a essayé de provoquer la bavure ? Je pense honnêtement... Les questions se sont posées autour de ça. Je pense honnêtement que si vous regardez... oui, je pense que très clairement, ça a été un peu la volonté. On dit qu'il y a eu beaucoup de policiers, mais enfin, la mobilisation derrière des gens qui sont venus, quelque part, a justifié aussi la mobilisation des policiers. Il y a quand même un peu une contradiction. C'est vous réclamez, on pourrait dire, la justice et le fait qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses, sauf que grâce, on pourrait dire, à votre poids politique, vous faites des choses que aucun particulier n'aurait pu se permettre. C'est ça qui est dramatique. Enfin, je veux dire, vous faites ça lors d'une... Enfin, vous êtes plaqué au sol, c'est terminé pour vous. Jean-Marc Bailleul dit il aurait dû être arrêté. Mais bien sûr, donc en réalité, il y a une justice à deux vitesses, et d'autant plus que la perquisition n'est pas allée jusqu'au bout. Ils ont mis un terme obligé de la plus vite que stopper. prévu. Donc, franchement, la justice à deux vitesses, elle est pour l'instant dans le mauvais sens. Il n'y a pas eu d'exemplarité. Enfin, franchement, ça aurait été tellement plus grand de la part de Jean-Luc Mélenchon de peut-être de faire une vidéo en disant allez-y, cherchez, c'est ouvert, c'est votre droit. Vous ne trouverez rien, évidemment.
et de garder son calme. Je trouve que ça aurait eu beaucoup plus de poids. J'ai pas tellement compris. Je ne vois pas, moi, le sens et le gain réel à cet énervement qui, du coup, à mon avis, dans ma théorie, il est plutôt, on pourrait dire, involontaire. Il y a une vraie question sur les images. Je rappelle encore les propos de Jean-Marc Bailleul. Dans une salle d'audience, on ne peut pas filmer lorsqu'il y a un procès. Les images sont sélectives car on ne voit pas M. Mélenchon et ses colistiers qui refusent de signer les procès-verbaux de perquisition. Il y a un problème dans cette diffusion des images. Elles auraient pu être tournées, parce que tout citoyen a le droit de filmer, sans qu'elles soient diffusées. Il faut interdire la diffusion de ce genre d'images. C'est une bonne question. Alors là, je ne saurais pas y répondre là spontanément, mais bon, la transparence, de manière générale, est toujours meilleure conseillère. Et c'est vrai que pour se faire un avis de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est toujours mieux d'avoir connaissance des faits. Pour voir la charge qui tombe sur la France insoumise et celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est bien que l'opinion sache aussi dans quelles conditions tout ça a été mené. Et vous avez eu raison de rappeler une chose, c'est ça que je trouve finalement dramatique, c'est qu'effectivement, les milliers de Français qui sont arrêtés ou qui sont perquisitionnés au quotidien n'ont pas ce réflexe, en tout cas d'avoir la violence, ou en tout cas n'ont pas cette visibilité médiatique qui leur permet de s'autoprotéger. Et c'est ça finalement qui est, je trouve, le plus dommageable pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir donné l'impression d'être un intouchable, d'être quelqu'un qui est élu de la République et donc et finalement qui ne peut pas prétendre aux mêmes ordres de mission qui sont donnés par la magistrature. Il nous reste quelques secondes. De la même façon qu'on n'est pas dans un État libéral, contrairement à ce que beaucoup de gens le disent, avec 1000 milliards de prélèvements, on n'est pas dans un État policier. C'est le cas au contraire à Cuba, c'est le cas en Corée du Nord, c'est le cas évidemment au Venezuela. En France, honnêtement, c'est pas le cas. C'est pas très raisonnable de faire croire aux gens que c'est le cas. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va passer au grand débat dont on va plus loin. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, vous le savez, c'est #OVPL. On va revenir sur les discussions autour du Brexit. Les dirigeants ont encore raté une occasion de s'entendre et c'est mal parti pour la suite. Le sommet de novembre est finalement écarté, sauf qu'un Brexit sans accord, ce n'est pas sans conséquences sur nous, Français. On va voir pourquoi. On va en parler avec nos invités après ce sujet de Stéphane Amalian. Ce sommet européen n'a pas débouché sur un accord pérenne pour le Brexit. Les 27 ont même renoncé à un sommet spécial initialement pressenti en novembre et ont encouragé la poursuite des négociations. Le principal point de blocage concerne le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord, britannique, et la République d'Irlande au sud, indépendante, et qui restera dans l'Union européenne. Depuis 1998, cette frontière est invisible. Son retour pourrait faire renaître des tensions sur l'île. Le Brexit doit être satisfaisant pour tout le monde et concerner toutes les questions, y compris l'île d'Irlande. Nous poursuivrons le travail dans les prochaines semaines avec calme et patience. Sans solution pour l'Irlande, le Royaume-Uni pourrait faire face à un Brexit dur, sans accord. Le divorce prendra effet le 29 mars 2019. Une période transitoire est déjà prévue pour accompagner la sortie jusqu'en 2020. Theresa May envisage de demander un délai supplémentaire. Une nouvelle idée a émergé et cette idée à ce stade est l'option de créer une période de transition de quelques mois. Et ce ne serait que pour quelques mois. Mais le fait est que cela ne devrait pas être nécessaire parce que nous travaillons pour nous assurer que nous aurons cette relation future en place d'ici la fin décembre 2020. Et je suis sûre que c'est possible d'y arriver et nous travaillons en ce sens. Les dirigeants de l'Union européenne se disent confiants sur la suite des négociations. Toutefois, Angela Merkel a annoncé se préparer à une séparation sans accord. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin, Alex Taylor, bonsoir. Vous n'aimez pas qu'on vous présente comme un journaliste britannique, vous êtes journaliste européen et nouvellement citoyen français. Donc je clarifie la situation pour nos téléspectateurs. Jeremy Stubbs, bonsoir. Vous êtes président du Parti conservateur britannique à Paris. Pascale Joannin, bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, spécialiste des questions politiques de l'Union européenne. Et Florence Fauché, bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po au Centre d'études européennes. Merci à tous les quatre. Alex Taylor, ça fait des jours qu'on oscille entre coups de bluff, coups de pression, des dirigeants qui soufflent le chaud et le froid, des optimistes, des pessimistes. La réalité, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça fait quelques jours, vous avez dit, moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi. Non mais ça s'est un peu accéléré ces derniers jours. Oui, non, mais il y a... je pense que le problème, c'est qu'on a tellement dit, surtout en Grande-Bretagne, mais on le dit aussi on the continent, que les accords européens, c'est toujours à 23h57 et des brouettes, que les Britanniques, si on lit la presse, ils ont l'impression que de toute façon, il y aura forcément un accord, parce que vu la pression, c'est même pas la peine de faire un accord avant novembre et puis maintenant en décembre, parce que de toute façon, sous la pression,
en Europe, il y a toujours un accord. Moi, j'ai regardé tout à l'heure la conférence de presse de Theresa May, où elle n'a rien dit. Elle répète de façon robotique les mêmes phrases sur lesquelles je mets en œuvre la volonté du peuple britannique. Il n'y a absolument rien du tout qui est sorti de cette... avancée. Non, aucune avancée. Aucune proposition. On fait même aucun sommet, aucune réunion en novembre sur le Brexit. Donc on repousse tout en décembre parce que tout le monde, surtout en Grande-Bretagne, doit s'attendre à ce que sous la pression, il en sort quelque chose. Ce que je dirais, c'est que c'est quand même particulièrement dangereux parce que si son pari s'avère faux, alors c'est jouer avec l'avenir économique de la Grande-Bretagne. Enfin, elle risque gros. C'est énorme, la mise qu'elle met en jeu. Jeremy Stubbs, vous êtes d'accord avec cette analyse? On attend la dernière minute, on attend de décider sous pression. Ce sommet est un échec, mais c'est pas grave, on y arrivera? Non, il est vrai que pour le moment, côté public, c'est le calme plat, c'est l'ennui total. La seule idée un peu nouvelle, c'est l'extension de la période de transition. Proposition de Michel Barnier et Theresa May n'a pas dit non. Exactement, exactement. Je suis sûr qu'il se passe des choses dans les coulisses, parce que les négociations continuent. Et je suis sûr que Theresa May a de très bonnes raisons pour ne rien dire en ce moment. Non qu'elle cache une grande surprise, mais parce que tout continue. C'est votre théorie, donc a priori en coulisses il se passe des choses qu'on ignore. Et ça avance. Il y a des discussions qui continuent. Est-ce que ça, comme le disait Alex, est-ce que ça aboutira juste avant le coup de minuit? Ça reste à savoir. Mais il se passe des choses, c'est certain. Je ne promets rien, mais... Mais vous êtes du coup un peu plus optimiste. Florence Fauché, vous partagez cette théorie? Vous pensez que c'est plausible, que finalement tout se passe en coulisses? Je pense que le plus gros problème de Theresa May à l'heure actuelle n'est pas tellement les négociations avec l'Union européenne, qui n'a pas véritablement dévié. Son problème est domestique, son problème est avec le parti conservateur, son problème est avec le DUP. Elle est à la merci en quelque sorte. Enfin, depuis 2017, elle a un gouvernement minoritaire. Elle dépend des votes des 6 députés du DUP, donc des partis unionistes d'Irlande du Nord, qui sont en faveur d'un Brexit dur et qui bloquent sur le point le plus difficile, le plus délicat, qui est l'Irlande du Nord. Donc elle est tiraillée, vous êtes d'accord, Pascale Joannin? Elle est complètement tiraillée dans une situation oui, délicate. moi je pense aujourd'hui que le problème il est politique. Je pense que l'accord avec l'Union européenne est fait à 90%, sauf que Mme May doit arriver à le vendre au Royaume-Uni et qu'elle n'y arrive pas. Voilà, je pense que c'est ça le nœud du problème. Oui, mais ce qui ne minore pas le problème, c'est-à-dire que peu importe que ce soit même 10%. Non, mais le problème, il est là, c'est que maintenant, ça n'est qu'une question politique. La technique, je crois qu'ils sont arrivés à peu près... elle a fait monter les enchères sur l'Irlande, mais elle n'a pas de solution de rechange. Donc, et donc, en effet, je parle bien de l'accord de retrait qu'on doit absolument signer avant le Conseil européen de décembre. Ça sera la dernière limite. Michel Barnier avait fixé à octobre. Compte tenu de ce qui se passe, il ouvre la discussion, mais il faut être conscient qu'il n'y reste jamais que 6 semaines pour trouver la formule magique, l'équilibre qui permet en effet d'aboutir à ça. Parce que qu'est-ce qui se passe si l'accord il y a? Il faut qu'il soit ratifié par le Parlement britannique, par le Parlement européen, mais par le Parlement britannique, à la Chambre des communes et à la Chambre des lords, où aujourd'hui, Theresa May n'a pas de majorité, puisque une partie de son propre camp est hard Brexit, Boris Johnson, Rees-Mogg et autres joyeux camarades anti-européens. Et puis, il y a aussi le parti unioniste. Et donc, elle doit arriver à un équilibre où elle doit essayer de trouver une majorité qui est introuvable aujourd'hui. Et c'est ça qui est le nœud du problème, parce que pour avancer sur la solution qui permettrait d'avoir l'accord de retrait, elle a en effet un problème politique interne. Alors, on va maintenant être très concret. Je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi un Brexit sans accord pourrait les toucher de près. Si dans les 2 mois, les dirigeants ne trouvent pas de compromis, le Royaume-Uni deviendra en mars prochain un pays tiers. Cela signifie que les droits de douane seront rétablis, ce qui affectera directement, par exemple, les conducteurs de poids lourds et les entreprises. Les Hauts-de-France sont en première ligne et Xavier Bertrand a exprimé quelques craintes. Il était sur notre antenne cette semaine. S'il y a un no deal et que l'État n'a pas prévu des formalités allégées, 2 minutes de contrôle par camion, c'est pas beaucoup 2 minutes sur le papier, oui, ça fait 27 km de bouchons, du côté Calais et du côté Douvres. Ça veut dire que le trafic
est réduit à néant. Vous aurez des cargaisons qui vont pourrir à l'intérieur des camions, mais ce ne sont pas seulement des problèmes pour les gens des Hauts-de-France. Parce que les transporteurs concernés, ce ne sera pas seulement des gens du Pas-de-Calais, ça sera de toute la France. Alex Taylor, ça c'est très concret. Ça parle à la fois aux Britanniques et à la fois aux Français. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous que le problème du Brexit qu'on vit en ce moment, c'est un problème purement politique. Il y a un problème politique de toute façon, mais c'est un problème de fond. C'est un problème de contenu du Brexit même. Parce que les Brexiteurs ont tellement brandi le slogan que le Brexit, ça veut dire reprendre le contrôle des frontières. Mais comme par hasard, maintenant qu'on passe aux faits, ils ne veulent pas contrôler les frontières qu'on a, surtout en Irlande du Nord. Donc ils disent surtout pas de frontières. C'est la seule frontière terrestre qu'il y a. Donc ça veut dire quoi? Et là, Xavier Bertrand nous parle des conséquences concrètes. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on négocie un deal pour rendre plus difficile des accords commerciaux, en plus entre voisins. Donc le problème pour moi est un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a promis aux Britanniques qu'ils allaient reprendre le contrôle. C'était le slogan des Brexiteurs. Est-ce que c'était une promesse qui était crédible aussi? Mais complètement. Dans tous les débats, les politiques étaient médiatrinés pour caser le mot reprendre le contrôle dans chaque phrase. Elle a été crue. Elle a été crue. Take back control, take back control. Moi, j'ai regardé le grand débat à Wembley 3 jours. Est-ce qu'ils reprennent le contrôle là? Est-ce qu'ils contrent quelque chose? Non, mais justement, mais ils contrôlent. Mais on leur a Mais c'est exactement ce que nous disent les responsables politiques. Jeremy Stubbs. En fait, le problème, je suis d'accord avec Alex, le problème c'est plus large que même la politique britannique. Parce que c'est un problème technique. Comment avoir une frontière sans avoir une frontière? Presque tout le monde au Royaume-Uni est d'accord, on ne veut pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc, la seule alternative, c'est d'inclure tout le Royaume-Uni dans l'union douanière ou dans un espace douanier. Mais est-ce que les hard Brexiteurs en veulent de ça? Et à quoi ça sert de Brexiter? Voilà. Sauf que ça ne sert à rien. Mais sauf que eux non plus n'ont pas de solution au problème de la frontière. Donc, quoi qu'il arrive, même avec no deal, comme on dit, sans accord, le problème restera et sera tout de suite aigu et grave. Donc, Florence Fauché. Oui, je pense que la difficulté est qu'on se trouve face à un problème absolument insoluble. Les Britanniques et les Brexiteurs ont fait campagne en promettant le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et là, ils se retrouvent tout d'un coup, finalement, dans une situation où il est impossible d'avoir à la fois l'un et l'autre, d'être sorti du club et de continuer à en tirer les bénéfices. Je voudrais aussi vous faire écouter un autre extrait du passage de Xavier Bertrand sur Public Sénat. Pour lui, la France n'est de toute façon pas prête à gérer un no deal. Écoutez. Mais il y a un ministère qui aujourd'hui s'est préparé. Vous connaissez Gérald Darmanin. Ben oui, les douanes. Il a compris, en voyant sur place les acteurs, ce qui allait se passer comme catastrophe si on n'anticipait pas. Il y a le ministère de l'Agriculture. Les contrôles vétérinaires, ils sont où les vétérinaires en plus? Les experts agricoles, ils sont où? Le ministère de l'Industrie. Comment on a prévu les problèmes de trésorerie des entreprises qui seront forcément impactés d'une façon ou d'une autre? Le ministère des Transports. Qu'est-ce qu'il a prévu pour ces entreprises de transport qui n'ont pas encore toute l'informatique, alors qu'on aura des procédures de dédouanement qui seront numérisées? Pascal Jeannin, ça fait un petit peu peur de comprendre que finalement, personne n'est prêt. Oui. Je pense qu'en effet, il y a une grande incertitude sur comment ça va se passer. Un manque d'anticipation, manque de préparation. On n'imaginait pas en arriver là? Je pense tout le monde a cru qu'il y allait avoir un accord et tout le monde maintenant dit qu'il faut se préparer à un non-accord. Peut-être que ça ne sera pas vrai, mais il faut se préparer à un non-accord. Je pense qu'il faut en effet tout mettre en œuvre pour se préparer à un tel désaccord. Parce que s'il n'y a pas d'accord, on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Parce qu'en effet, c'est la première fois qu'un pays sort d'une union dans laquelle il était. Donc il y a de toutes les façons, tous les accords que la Grande-Bretagne avait, c'est parce qu'elle était membre de l'Union européenne. Donc ils tombent tous. Les avions ne peuvent plus décoller, il y a un certain nombre de choses qui sont complètement... Parce qu'en effet, ils ne sont membres de plus l'Union européenne. Et donc c'est pour ça qu'il faut après avoir une période où on retisse des liens. Et donc ça va être le chaos. Et nous, on a publié la semaine dernière, en effet, dans la logique de ce qu'a dit Xavier Bertrand, un texte du directeur on appelle ça le tunnel sous la Manche, pour voir en effet tout ce que ça allait impliquer. Parce qu'en effet, il y a 1,6 million de camions qui passent chaque jour sous le Channel. Surtout aujourd'hui, où il y a un cas d'actualité qui tombe, il y a un cas de vache folle en Écosse aujourd'hui. Donc Xavier Bertrand vient de parler des contrôles vétérinaires qui deviennent peut-être encore... alors les contrôles vétérinaires, les contrôles en effet douaniers et tout ça. En effet, on n'imagine pas tout ce que ça va représenter. En effet,
savez, le kilométrage de queue, et en effet, il concerne toute l'Europe, ça ne concerne pas que les Hauts-de-France, ils seront dans la région. Il n'y aura pas de désastre le 29 mars, il y aura une période de transition. Alors, la période de transition, excusez-moi, la période de transition, elle n'est que s'il y a un accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de période de transition. Il y aura suffisamment d'accords pour la période de transition, parce que tout le monde y a intérêt. Alex Taylor, les personnes. Ce qu'on oublie toujours de citer, c'est les cas des Britanniques. Enfin, maintenant, je suis français, donc 2 jours après le Brexit, moi j'ai posé ma candidature, je suis devenu français. Mais je pense aux plus d'1 million de Britanniques qui vivent sur le continent. Et s'il y a un no deal, on ne le dit jamais. On parle toujours des queues à la douane, des problèmes mais de c'est aussi important. On oublie que ces personnes, s'il y a un no deal, deviennent du jour au lendemain, perdent leurs droits. Normalement, ils n'ont plus de droits. Donc tout le monde, c'est très sympathique, parle dans le cadre de ces accords qu'on va trouver un accord, mais pour le moment, que je sache, c'est pas signé. Et comme dit Theresa May à longueur de temps, rien n'est signé tant que tout n'est pas signé. Donc ça veut dire que les Britanniques qui vivent sur le continent, le 1er avril, et c'est pas une blague pour eux, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu un peu moi-même, vivent dans l'angoisse parce que ça veut dire est-ce qu'ils ont encore le droit de résidence, est-ce qu'ils ont le droit à la sécurité sociale. Je peux vous dire que si tout d'un coup vous annonce, vous n'avez plus les droits sur lesquels vous comptiez, et si vous êtes en famille, si vous êtes installé là depuis longtemps, c'est un cauchemar. Donc un no deal, on oublie toujours. Et pareil pour les Français qui vivent en Grande-Bretagne. Complètement, pour tous les Européens, il y a plus de 3 millions Mais ça ne d'Européens. se passera pas comme ça. Alors, on va laisser parler Florence Fauché. On le dit depuis 2 ans et personne. Un divorce après 40 ans, de toute façon, est toujours très compliqué. Et je pense que une des difficultés a été d'aller négocier et de négocier en se disant que on ferait du bluff et on arriverait toujours à trouver un deal à la fin, en se disant qu'on allait réussir à obtenir une concession supplémentaire, tout en probablement d'ailleurs du point de vue de certains des négociateurs britanniques, en se disant finalement un no deal, c'est vraiment ce qu'on veut. Il n'est pas très clair que David Davis ou que certains des négociateurs britanniques voulaient véritablement obtenir un accord qui ne serait pas suffisamment dur et qui ne leur permettrait pas d'avoir le contrôle, et en particulier le contrôle sur la politique économique qu'ils entendaient. Et est-ce qu'on s'attendait à une telle fermeté de la part de l'Union européenne aussi, notamment de Michel Barnier et Jeremy Stubbs? Il y a beaucoup d'attitudes différentes. Est-ce qu'on n'a pas espéré que l'Europe soit un peu coulante? La plupart des personnes savaient que ça allait être dur. Mais en même temps, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un accord. Et à mon avis, il y aura quelque chose. Et dans la mesure où ce ne sera pas complet, il y aura quand même assez d'accords pour une période de transition. Parce que le chaos qui est évoqué ici, c'est évidemment pas possible. C'est dans l'intérêt de personne. Mais vous y croyez? Le chaos dont on parle ici, vous nous dites, on exagère ou vous pensez que c'est réel? C'est bien de l'évoquer. Mais moi, je pense... Mais c'est du fantasme. Ne pas l'évoquer. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? C'est peu probable. Moi, je pense qu'en effet, vous êtes comme les hard Brexiteurs qui promettaient le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est-à-dire... Je mange très bien le beurre anglais, merci. Voilà. Mais c'est un peu du wishful thinking. S'il n'y a pas d'accord, monsieur, il n'y aura pas, en effet, de période de transition automatique. Il y aura suffisamment d'accords. Parce que, comme l'a dit Alex Taylor, il y a 3 points sur lesquels il fallait qu'on se mette d'accord. La question des citoyens qui vivent de part et d'autre du Channel européen au Royaume-Uni, etc. C'est pas le plus difficile. Non, mais s'il n'y a pas d'accord, il y aura certainement un accord sur ce point-là. Ah, sur l'argent, il y aura certainement un accord. Vous le dites, mais vous semblez avoir des informations qu'on n'a pas. C'est assez simple. Mais pour le troisième, pour le soi-disant filet de secours, au pire, le Royaume-Uni restera pour une certaine période dans l'union douanière. Mais ça, c'est en effet une position que vous avez, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit partagée par tous les gens qui sont au Parti conservateur. Ce n'est pas le souhait. Par les Européens. Ce n'est pas le souhait. Mais ça va être Attendez, Florence Fauché voulait intervenir. Ça va être la réalité à laquelle on va faire face. Michel Barnier, lui, il a fait des propositions, mais ces propositions, ces 3 points, sont quand même des points qui sont les 3 points cruciaux sur lesquels il doit y avoir un accord. Florence Fauché. Une transition, même si on a une période de transition, comme vous le dites, une période de transition de combien de temps? Et ensuite, pendant cette période de transition, il faut quand même régler toutes ces questions des vétérinaires, des camions, etc., qui vont devoir transiter. La situation de toutes ces questions restent en plan. Donc ça fait 2 ans qu'on négocie.
On négocie pendant combien de temps? On laisse les Britanniques en dehors de l'Union tout en bénéficiant, tout en étant dans le club sans être dans le club, etc. La situation du point de vue des Européens ne peut pas non plus durer éternellement. Ça ne réglera rien, la période de transition. Le problème, c'est qu'on dit aux Britanniques depuis des années, la presse, leurs responsables politiques, et surtout depuis le vote pour le Brexit, on dit aux Britanniques « They need us more than we need them ». Les Brexiteurs, c'est le grand cri. L'Europe a davantage besoin de nous que nous, on a besoin de... Enfin, mathématiquement, c'est complètement grotesque. Donc, quand on dit ça aux gens, ça amène cette attitude comme quoi, quand ils étaient dans l'Europe, ils négociaient tout le temps des opt-out, parce qu'ils ne voulaient pas de Schengen, ils ne voulaient pas de l'euro. Et maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Europe, ils ont tellement l'habitude de croire qu'ils ont besoin. En plus, il faut le dire bien les choses, c'est qu'il y a la mentalité qui date de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi l'Europe nous doit quelque chose. Je suis désolé, je le dis en tant que Britannique. Si on regarde la série comique la plus regardée en Grande-Bretagne, qui s'appelle Dad's Army, vous tapez sur YouTube, depuis 60 ans, c'est une série... c'est notre génération. C'est notre génération, mais notre génération... Mais c'est intéressant. Exactement le même âge que moi, les jeunes d'aujourd'hui. C'est intéressant que vous remontiez dans l'histoire. Il y a la mentalité britannique de ceux qui gouvernent en ce moment. Madame May a exactement mon âge, donc elle est au poste, que je sache. Il y a cette mentalité qui explique le fait que Theresa May pense qu'elle peut continuer à dire, parce que finalement, l'Europe qui nous doit quelque chose finira par être d'accord. Eh bien, vous me faites une transition parfaite, Alex Taylor. On va remonter un petit peu dans l'histoire. Le Brexit est-il tout simplement le symbole de l'échec européen? Avant de vous poser la question à vous, je voudrais vous lire quelques mots de la déclaration du 9 mai 1950. On remonte loin, de l'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français. L'Europe naîtra de tout cela. Une Europe solidement unie et fortement charpentée. Une Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au groupement des productions et à l'extension des marchés qui provoqueront l'abaissement des prix. Des mots qui ont une résonance assez particulière aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la suite. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà, et aujourd'hui, les visages de l'Europe, ce n'est plus du tout Robert Schuman. Je voudrais qu'on regarde une carte. Aujourd'hui, l'Europe, c'est Matteo Salvini en Italie, c'est Viktor Orban en Hongrie, c'est Sebastian Kurz en Autriche, c'est Jaroslaw Kaczynski en Pologne, et j'en passe. On est quand même très très loin des idéaux de départ. Pascal Joannin, évidemment, je me tourne vers vous. Oui, alors je suis ravie que vous ayez remis Robert Schuman, parce qu'en effet, tout part de là. Oui, mais c'est plus la même génération et c'est plus les mêmes... Mais regardez aujourd'hui sur le Brexit, tous les gens dont vous parlez, là, qui sont... D'abord, Salvini, vous l'avez mis, mais il n'est pas le chef du gouvernement. Non, enfin, on parle que de lui. Non, on parle que de lui, mais enfin, bon, faisons un débat sur l'Italie, puis on reparlera. Mais, non, donc, tous ces chefs de gouvernement ou d'État, puisque vous avez parlé aussi et Kaczynski, il est nulle part. Non, chef du parti au pouvoir. C'est lui qui tire les manettes. Tous ces gens aujourd'hui, sur la question qui nous intéresse, c'est-à-dire le Brexit, n'ont pas une position différente que celle qu'ont Angela Merkel, Emmanuel Macron, etc. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur ce sujet du Brexit, et aucun de ces pays, quand bien même ils n'ont pas des sentiments pro-européens très affirmés, n'a envie, de partir de l'Union européenne, quitter l'Union européenne, ou de quitter la zone euro. Et pour ceux qui n'y sont pas, ils n'ont pas forcément envie d'y être, même si en effet ils ont pris l'engagement, quand ils ont adhéré à l'Union européenne, d'y être. Donc il y a quand même deux discours. Ils sont... le seul point commun qu'ils ont, c'est aujourd'hui la question migratoire. Et encore, quand on regarde bien ce que dit Salvini, lui, il aimerait que tous les autres pays prennent un peu des migrants qui sont arrivés massivement. Donc vous voulez dire que les fondements de l'Europe ne se sont pas écroulés depuis Robert Schuman. Lui serre la main en lui disant « Je suis très ami à toi, mais je ne veux surtout pas aucun migrant, tu les gardes chez toi, moi j'en veux aucun. » Donc vous nous dites que les fondements de l'Europe, édictés, dits par Robert Schuman, ne se sont pas effondrés aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui une règle qui existe et qui est mise en avant. Il y a deux pays, par contre, qui mériteraient qu'on parle d'eux, c'est en effet la Hongrie et la Pologne, puisque en effet, ils sont mis à l'encontre du non-respect de l'article 7 du traité de l'Union européenne, alors qu'il n'existait pas au temps de Robert Schuman, qui est en effet que si on ne reste pas les valeurs fondamentales, les principes fondamentaux de l'Union européenne, on peut être sanctionné. Et donc il y a une procédure contre la Pologne initiée par la Commission et une procédure contre la Hongrie initiée par le Parlement européen il y a un mois. Florence Fauché, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire qu'on part de Robert Schuman 1950 avec effectivement des principes fondamentaux et fondateurs de cette Europe, et on se retrouve plus de 60 ans plus tard avec une Europe un peu démantelée et notamment dont le Brexit est un symptôme.
L'Europe n'est pas démantelée. En un sens, ce que les négociations nous montrent, c'est au contraire une Europe des 27 étroitement soudée dans leurs projets et dans la volonté de défendre ce qu'ils ont construit ensemble. Les Britanniques, pendant très longtemps, et vous faisiez référence à un programme populaire, moi ça me fait penser à un autre, qui est celui de Yes Minister, où il y a un ministre aux prises avec son fonctionnaire, son conseiller, et qui lui dit la politique britannique depuis tout le temps, la diplomatie britannique, c'est de diviser l'Europe. On fait la guerre avec les uns contre les autres. On n'a pas réussi à casser l'Union européenne quand on était à l'extérieur. On est rentré dedans pour essayer de la casser de l'intérieur. Peut-être qu'on peut imaginer que finalement, dans la continuité, j'imagine que ceux qui ont écrit le programme pourraient s'amuser à rajouter quelques lignes pour dire maintenant on essaie de la casser en sortant. Et vous êtes positif, vous nous dites non, finalement peut-être que le Brexit est en train de resserrer les rangs côté européen. En tout cas, pour l'instant, l'Union européenne ne cède pas. Et vous savez, dans les sondages, quelle est la jeunesse européenne la plus fière d'être européen en ce moment? C'est les Britanniques. Les jeunes Britanniques, ils ont vraiment ressenti ça comme un coup. Bravo, et tout d'un coup, maintenant, tu te contredis. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'attitude de Dad's Army. Non, mais complètement, mais ils ne sont pas au pouvoir, donc, malheureusement. Et moi, j'aimerais bien qu'ils soient au pouvoir. On ne peut pas se payer de généralisation. La situation est beaucoup trop complexe. Les attitudes des Britanniques également, et avec le temps, parce que ce processus qui est si pénible, où on joue constamment les prolongations, eh bien, c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, n'est-ce pas? Et les gens vont apprendre dans les mois à venir à être très, très, très réalistes des deux côtés de la Manche. Vous disiez que ce sera une leçon finalement pour tout le monde? C'est une leçon pour tout le monde. On va finir par avoir sans doute un accord très bancal, avec les deux bras liés derrière le dos. Alors, personne ne sera contre, surtout les Brexiteurs. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout Brexiteur, vous avez compris, mais avec l'accord qui se dessine avec des compromis de partout, va vivre, Alex, avec une certaine souffrance. Je plains les pauvres Brexiteurs. Ils vont vivre avec, comme nous autres. Mais personne n'a intérêt, au fond, à un no deal. Et je pense que même au Parlement britannique, au dernier moment, les gens n'auront pas les nerfs de voter non contre un accord concret. Oui, je pense que vous avez raison, ça c'est vrai. Il y a une chose aussi, c'est que pour les Brexiteurs vraiment passionnés, la période de transition qui augmente, pour eux, fait que la fin des liens avec, et vraiment de la sortie du Brexit, vraiment sera loin. Et donc ça, je pense que ça ne leur fait pas non plus grand plaisir, parce qu'ils se disent, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? On parlait de 2020, là on parle de 2021, et je ne suis même pas sûre qu'en 2021, on arrive à finaliser... et l'idée d'un nouveau référendum, pour voir si finalement les Britanniques ont vraiment envie de... L'idée continue de circuler? Je pense que ça dépend si jamais Theresa May n'arrive pas à faire passer ce que moi je trouve beaucoup plus possible que Jeremy, si elle revient avec un deal et elle n'arrive pas à le faire passer dans le Parlement avec son gouvernement qui est, je vous rappelle, minoritaire, avec le DUP qui est là en disant si vous faites la moindre concession, on vous descend. Donc il est possible qu'elle ait besoin des votes des travaillistes, quelques travaillistes pour faire passer. Alors si son deal ne passe pas devant le Parlement, son gouvernement échoue en décembre, là, c'est tout à fait possible qu'il y ait de nouvelles élections. Enfin, il faudrait de nouvelles élections qui prendront la place. Mais pas de nouveau référendum. Il n'y a pas le temps d'organiser un deuxième référendum, mais les Brexiteurs sont tellement... Et puis, il faut vous dire, pour le moment, les sondages, il y a un léger changement maintenant parce que tous les vieux sont morts et les jeunes... Florence Fauché. Donc, démographiquement, maintenant, les Britanniques, si vous prenez tous les jeunes qui maintenant sont assez âgés pour voter, on est à 52-53% pour rester. Florence Fauché, pour 30 secondes. Mais des élections ne résolvent pas vraiment grand-chose finalement, parce qu'un nouveau gouvernement minoritaire, un gouvernement travailliste qui croit négocier quelque chose... sans nécessairement il faut décider par assez de Jeremy Corbyn. Non, mais moi je pense que le référendum, très rapidement, le référendum, ça ne se porterait pas sur pour ou contre en effet l'accord. C'est en effet s'il y a un accord et qu'elle n'arrive pas à le passer au Parlement européen, elle peut peut-être demander aux Britanniques, voilà, moi j'ai négocié un accord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous avons négocié pour qu'en effet il y ait une décision? Mais ça serait remplacer le Parlement par le peuple, est-ce que c'est possible? Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission, on se retrouve lundi à 18h30 sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne. Très très bonne soirée, restez au cœur du débat.